Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce second épisode de Facebook Live de la Semaine du Bad. Semaine du Bad où on fête le bad, les clubs et la reprise. Et aujourd'hui, donc après la jeunesse hier avec Arnaud Merclé, c'est au tour de la mixité et du bad, pardon, dont on va parler avec nos deux champions, Faustine Noël et Lucas Mazur. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, au programme de cette journée, comme je le disais, la mixité, donc c'est un élément qui a distingué le badminton jusqu'au JO 2012 de Londres, où donc c'était le seul sport où on voyait femmes et hommes sur le même podium. Donc, quand on parle de mixité, donc hommes-femmes, bien sûr, joueurs valides, joueurs parabad, mixité sociale aussi, où le badminton s'adresse à toutes les classes sociales et sur le terrain, il n'y a pas de différence. Et le but de cette entrevue avec Lucas et Faustine, ça va être donc de développer un peu ce thème que le badminton met bien en avant. Donc avant de passer dans le vif du sujet, est-ce que Faustine, tu peux te présenter en première, s'il te plaît? Joueuse de bad depuis maintenant peut-être 16 ans, je crois, et 6 ans en parabadminton. Voilà, et du coup, partenaire avec Lucas, et on parcourt un peu le monde pour glaner quelques médailles. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu ton palmarès? Dans quel club? Quel niveau tu as en valide? Alors, je suis au club du Rec Badminton. Et avant, j'ai commencé à Léo Lagrange sur Nantes, donc un club qui m'a un petit peu fait aimer justement ce sport. Et donc en découvrant le parabad, je suis partie faire championnat de France où j'ai tout de suite réussi à avoir des médailles d'or, une médaille d'argent en simple dame en championnat du monde 2015 en Angleterre. Et après, 2 fois championne d'Europe en mixte avec Lucas, 2 fois vice-championne d'Europe en simple dame. Voilà, mon palmarès. Un beau palmarès. Voilà, et sinon en valide, j'évolue au niveau régional, national, un peu entre les deux. Ça dépend sur quel tableau. Ok. Et toi, Lucas? Bon, sachant que le palmarès, tu peux peut-être faire plus court une synthèse, sinon on va y passer un peu toute la soirée. Mais vas-y, à toi. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans. Je suis double champion du monde et triple champion d'Europe. J'ai commencé le badminton en club près de Toulouse, à Colomiers, il y a maintenant 12 ans. Je suis actuellement un joueur du badminton club Chambly-Oise et j'évolue au niveau national 1, national 2 en termes de niveau de jeu. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre handicap? Comment ça se passe? Comment vous l'avez vécu? Comment le BAD vous a aidé à évoluer avec votre handicap? Et aussi nous le décrire dans les compétitions, enfin dans quelle catégorie vous évoluez? Alors déjà, on est tous en catégorie SL4, donc handicap du membre inférieur plus léger. Moi particulièrement, c'est un handicap que j'ai eu dès la naissance, plus neurologique, on va dire. C'est mon système nerveux qui commande pas super bien ma jambe droite, qui me crée plus des raideurs et puis spasticité. Donc voilà, un muscle qui se contracte un peu trop fort par rapport à la stimulation qu'on veut lui donner. Voilà, et du coup, le BAD m'a permis, je pense, de pas trop, enfin voilà, de faire un sport assez ludique et qui me permettait vraiment de m'éclater, on va dire, sur un sport, tout en n'ayant pas cette approche de peur parce que j'ai un handicap ou. Enfin, en fait, d'ailleurs, je le voyais pas forcément avant de découvrir le parabad que j'avais un handicap. Donc comme quoi, le bad est ouvert à tous, même quand on se sent pas forcément handicapé. Bien. Voilà. Et c'était le BAD? Tu as essayé d'autres sports? Est-ce que le BAD était plus facile d'accès que d'autres sports ou non? J'ai pas forcément essayé de sport parce que mes parents jouaient au bad et en fait, je suis tombée un peu dans le sport, voilà, plutôt côté famille. Mais c'est vrai qu'à l'école, tous les autres sports, c'était un petit peu plus difficile. Par exemple, tout ce qui est athlétisme, saut,
Voilà, saut en longueur, c'est des choses qui me correspondaient pas du tout et auxquelles je m'amusais pas du tout. Donc voilà, ça confirmait aussi que le bad est quand même était plus accessible par rapport à mon handicap en tout cas. Ok. Et toi, Lucas? Moi, contrairement à Faustine, c'est pas un handicap de naissance. J'ai fait un AVC à l'âge de 3 ans et demi durant mon sommeil, et donc ça a touché la partie qui contrôle les mouvements du corps. Et ça m'a paralysé tout le côté droit pendant un certain moment. Et j'ai dû du coup faire des travaux de réathlétisation, de mobilisation et de rééducation pour récupérer ma mobilité à droite. Et donc je suis passé gaucher. Et donc c'est un handicap quand même assez léger parce que j'ai toujours fait du sport en valide, entre guillemets. J'ai commencé le badminton en valide, mais avant je faisais du rugby et j'ai également fait du foot. Donc, moi, je me suis toujours. Au début, en fait, je savais pas du tout que c'était un handicap. Bien au contraire, pour moi, c'était juste un léger problème à la cheville. Donc, mon handicap se voit surtout quand je vais marcher. On va voir que je boite un petit peu. Sur le terrain, il va être beaucoup plus difficile à percevoir. Et ça est donc comme problème, entre guillemets, j'ai des spasticités et des raideurs, surtout sur ma jambe droite. Donc, D'accord. voilà. Moi, je pense que Oui, un petit pardon. peu difficile à justement pas forcément avoir compris tout de suite qu'on avait un handicap. On mettait pas ce mot-là, on mettait plus, enfin, en tout cas, moi, je l'appelais, j'avais un petit problème, mais c'était tout. Léger problème. Ouais. Et en fait, c'est plus en découvrant le parasport qu'on a compris que, bah, voilà, on avait ce quelque chose qui faisait que ça pouvait freiner un peu notre performance. Mais si on s'adapte et si on s'entraîne tout autant, bah, voilà, on peut aller dans du parasport à faire de belles choses, quoi. Et vous l'avez pris positivement ou négativement, le fait d'être classé en fait par ABAD? Moi, personnellement, c'était plutôt positif parce que j'ai tout de suite adhéré à l'ambiance du para-badminton, surtout sur mon premier tournoi international. Jouer, faire son sport qui est passionnant et partir à l'étranger pour faire ça, c'était quand même agréable. Mais par contre, j'ai eu un temps d'adaptation où je me sentais pas forcément légitime Ouais. dans le handisport. Donc du coup, il a fallu mentalement avoir une adaptation. Mais en fait, ça s'est très bien fait Et et ça on se se passe plutôt bien très aujourd'hui. Et toi, Lucas? Moi, ça a été surtout un soulagement pour ma famille. Moi, je l'ai très bien pris, il n'y avait aucun problème avec ça, loin de là. Au contraire, ça m'a permis justement de rencontrer des gens en situation de handicap bien plus lourde, entre guillemets. Je considère que mon handicap est toujours très léger. Et quand je vois ce qu'arrivent à faire des personnes, notamment en fauteuil roulant, se déplacer aussi rapidement sur le terrain ou avec un handicap plus lourd, je me dis que je suis déjà impressionné par ce qu'ils font et très chanceux d'avoir un handicap léger. Et pour qu'on se rende compte, dans votre catégorie, par exemple, des handicaps plus lourds que vous, ça peut être quoi? Des Ça gens peut contre être, qui vous jouez qui... ça peut être une prothèse qui commence au tibia oui, pour, euh, pour le handicap le plus lourd. D'accord. ou alors, Ou alors genou. plus, des plus fortes hémiplégies, un peu. Ouais. Voilà. On voit notamment certains joueurs avec des semelles de chaussures beaucoup plus grosses. Récompensé, ouais. Exactement. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, là, vous êtes tous les deux ensemble, alors que normalement, vous évoluez dans votre club du REC. Et pour toi, Lucas, au pôle de Bordeaux. Et là, vous êtes tous les deux au pôle de Bordeaux. Expliquez-nous pourquoi et puis nous dire comment ça va dans cette période de préparation. On est tous les deux avec le pôle France de Bordeaux parce que c'est mon lieu d'entraînement quotidien. Faustine m'a rejoint pour la semaine afin que justement on ait des temps pour se retrouver et pour préparer justement le double mix parce que c'est devenu un objectif important sur les Jeux paralympiques. Donc ça fait entièrement partie de la préparation des Jeux qui viennent. Donc on va se retrouver plusieurs fois durant l'été aussi à l'INSEP et encore le mois prochain à Bordeaux pour continuer cette préparation. Ouais. Ok. Faustine, aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est la journée de la mixité. Alors, ça veut dire beaucoup de choses et le badminton a beaucoup de force, on va dire, dans la mixité. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais entre, comme on l'a dit tout à l'heure, la facilité d'accès due à tous les publics que le badminton peut accueillir. Toi, quand on te parle de mixité, ça te fait penser à quoi?
Tout ce que tu as dit en introduction, pas Ok, forcément femme. Et j'aime beaucoup justement cette partie homme-femme parce que quand on arrive dans un club, on n'est justement pas forcément obligé de jouer contre des filles. Voilà, on joue plus par niveau et c'est ça qui est quand même agréable dans un club, d'arriver à pas être séparés tout de suite. ouais, parce que donc tous les deux, vous évoluez avec des entraînements individuels, avec des coachs qui sont spécialisés un petit peu dans le parabad, enfin même beaucoup. Et après, vous évoluez aussi avec les clubs et les valides. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que les clubs mettent en place pour vous en particulier? Est-ce que vous faites partie du groupe à part entière? Est-ce qu'il y a une individualisation quand même un petit peu faite pour vous? Comment ça se passe? Moi, dans mon club, ça va être plus un soutien dans mon projet international. Et après, par contre, à l'entraînement, je fais partie du groupe sans problème. Je fais partie d'une équipe en nationale. Voilà, je suis intégrée totalement. Il n'y a pas de différence parce que je suis en parabad. Voilà, je fais partie entièrement du D'accord, club sans souci, quoi. Donc, il n'y a pas de différence sur ça. ça marche. Et toi, Lucas? Moi, je suis au pôle de Bordeaux, pôle France Relève de Bordeaux. Donc, je suis complètement intégré au groupe de simple et tout se passe très bien. J'ai des temps de séances individuelles comme j'ai beaucoup de temps de séances collectives. Je profite du niveau du groupe pour pour me laisser tirer par le groupe. Donc, la vie me convient très bien. Et Bordeaux, c'est une belle ville? Bordeaux, c'est une ville agréable, mais Toulouse, c'est une plus belle ville. D'accord. Ok. Faire la- Et là aujourd'hui, donc, on fête la reprise, les clubs, le BAD, et le but surtout à la rentrée, ça va être qu'il y ait le plus de pratiquants possible qui continuent le badminton ou qui commencent le badminton. Qu'est-ce que vous diriez, vous, que ce soit des joueurs valides ou para-BAD, pour qu'ils prennent une raquette et qui jouent, qui commencent et qui jouent le plus longtemps possible? Ce qu'on peut leur apporter comme argument, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros niveau pour faire du badminton. En fait, on peut vachement s'éclater et courir et frapper dans le volant comme un sourd, en fait, sans que ça parte dans tous les sens, entre guillemets. L'effet du volant fait que le volant va rester dans le terrain, en fait. Donc, on peut vachement s'amuser avec ses potes. Et c'était un des principaux arguments, je pense, Mm. quand on a commencé. C'est que même sans avoir une technique ou un niveau énorme, entre guillemets, on peut très vite s'amuser et très vite trouver ça marrant de faire courir ses potes ou au contraire de courir après le volant. On s'amuse, puis il y a aussi cette notion de progression qui peut être rapide aussi en badminton. Donc peut-être de plus en plus dur, plus on élève en niveau. Mais elle est quand même intéressante à suivre tout de suite dès qu'on commence. Voilà, on s'habitue à la raquette, on s'habitue au terrain. Oui, pour toi, c'est un élément de fidélisation. Enfin, les personnes progressent vite, donc ont envie de continuer. C'est ça que tu veux dire? Et puis, je pense que badminton, il y a aussi une ambiance de club qui a pas forcément. On est beaucoup à jouer tous ensemble. Les niveaux, alors on peut jouer par niveau, mais il y a aussi de la mixité sur certains créneaux pour justement soit aider le niveau d'en dessous, soit aller s'élever avec le niveau de dessus. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ouais. Et bon, tous les deux, vous êtes encore jeunes, mais vous êtes vieux sur le circuit du bad français. Quelle évolution vous avez pu constater dans le parabad, dans son développement, que ce soit en France ou à l'international? Est-ce que vous avez vu une grande évolution et sur quel point? Déjà, à l'international, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivée, c'était pas très évolué, enfin, en tout cas, pas très développé. Et dès qu'il y a eu l'annonce de l'entrée du parabad aux Jeux pour la première fois à Tokyo, tout le monde a pris ça au sérieux, le projet au sérieux. Et ça a créé un essor de niveau assez impressionnant, qui est plutôt agréable à vivre surtout quand on fait partie aussi de ce mouvement-là, tout le monde vers le haut. Donc ça, c'était plutôt agréable à l'international. Toi, Lucas? Moi, je constate que l'Asie commence à prendre une envergure monstrueuse. On est très loin en termes de médailles par rapport à quand la Chine se déplace. La Chine rafle tout et repart discrètement. Donc, je considère qu'on a encore beaucoup de progrès à faire
Je considère qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur le fait d'intégrer très rapidement et très tôt les joueurs Parabad dans des pôles espoirs, dans des pôles France, parce que malheureusement, il y a les joueurs, mais pour l'instant, ils restent dans leur club pour l'instant. Et si on veut être prêt pour Paris 2024, il faut les intégrer au plus vite. Okay. Donc tous les deux, vous jouez en mixte, et comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'en 2012, aux Jeux de Londres, où je crois que c'est là où il y a eu le grand déclic du para-badminton et des Jeux Olympiques handisport, qui ont été vraiment mis en valeur. Est-ce que pour vous, le mixte est une discipline à part entière? Est-ce qu'elle change complètement? Est-ce que vous l'abordez différemment que le simple ou le double? Comment vous voyez la chose, Faustine? Bah, c'est un jeu totalement différent. Enfin, je pense que c'est 3 tableaux différents en termes de jeu. Après, ça reste un match, donc on arrive avec la même concentration et la même motivation sur le terrain. Mais effectivement, enfin, surtout nous, on fait plusieurs tableaux. Donc des fois, il faut switcher assez rapidement entre nos tableaux. Donc c'est vrai qu'il faut trouver aussi des petits trucs pour switcher rapidement, en fait. Et pas avoir les automatismes d'un simple ou d'un double dame quand on arrive sur le mixte et inversement. Donc ouais. Ok. Et par rapport à Lucas, par rapport à ton choix d'aller au pôle de Bordeaux, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ce qui a motivé ce choix, c'était de peaufiner ma préparation vers les Jeux de Tokyo avec une adversité très variée. Il y a une dizaine de joueurs qui s'entraînent donc au pôle de Bordeaux. Il y a des gauchers, des droitiers, des grands, des petits, des attaquants, des défenseurs, des contre-attaquants. Donc ça s'est fait assez naturellement en fait parce que à Bourges, j'étais en manque de sparring. Donc tout de suite, on a cherché une solution pour trouver le meilleur lieu possible pour poursuivre ma préparation. Et Bordeaux, ça avéré être pour le moment un très bon choix. Okay. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux des porte-drapeaux avec d'autres de l'équipe Parabad de France. Par rapport aux personnes qui n'ont jamais fait de bad, qui ont un handicap, que ce soit en fauteuil ou debout, quelles sont les solutions pour rendre plus accessible le badminton dans les clubs? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des choses que vous avez vues à l'étranger qu'on pourrait peut-être copier en France? Comment vous voyez ça? Déjà que la personne en elle-même n'hésite pas à frapper la porte des clubs. Je pense que maintenant, voilà, le para-badminton commence à se faire connaître pas mal en France. Donc, tous les clubs est peut-être amenés à connaître et puis à s'adapter aussi à l'arrivée d'une personne en situation de handicap. C'est vrai que bah, au niveau des infrastructures, ça peut forcément des fois un peu bloquer. Un fauteuil, tous les gymnases pour l'instant ne sont pas adaptés. Mais il y a des solutions et puis ouais, faut pas hésiter quoi, parce qu'on s'adapte tout le temps, que ce soit en termes d'exercice, les lignes comme avec les règles du Parabad, voilà donc c'est pas hésiter à aller frapper la porte et puis découvrir ce sport, ouais. Et par rapport pour que les gens qui découvrent peut-être le para-badminton ce soir, on sait que pour les fauteuils, par exemple, ça se joue surtout sur parquet. Est-ce que vous avez des indications aussi matérielles comme ça à respecter pour vos compétitions? Alors comment Bah, ma question, c'était par exemple pour les fauteuils, on joue plutôt sur parquet parce que le sol mou, c'est moins praticable. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous jouez dans les mêmes salles que les valides et il n'y a pas de distinction? Ou comment? Oui? Alors au quotidien, enfin, on ouais. s'entraîne dans les mêmes salles que les valides, oui. Surtout pour les joueurs debout. C'est vrai que les fauteuils, ça demande justement, oui, une adaptation de terrain. C'est vrai que c'est beaucoup mieux si ils s'entraînent sur du parquet par rapport à un sol mou ou un terraflex. Après, ça leur fera très très mal au bras, je pense. Ouais. Et au fur et à mesure, ils vont peut-être s'habituer un peu plus à souffrir. Mais oui, c'est vrai que avoir un parquet, c'est très important. Ouais. Un sol en parquet, ouais. Ok. Je sais que vous êtes soutenu par des entreprises et des organismes où vous réalisez parfois des interventions en entreprise. Quels sont les sujets qui sont abordés avec ces entreprises et qu'est-ce qu'elles vous demandent de traiter comme problématique avec leurs salariés? Les entreprises nous demandent souvent en fait d'encourager les personnes en situation de handicap à déclarer
leur handicap. En fait, beaucoup de travailleurs en France ne déclarent pas un léger handicap. En fait, un peu comme nous, plus jeunes, on n'a pas forcément pensé au handicap et au parasport. Donc, c'est d'encourager une personne qui a un léger handicap à se déclarer parce que ça va faciliter la vie de l'entreprise et ça va faciliter la vie des dirigeants d'entreprise. Et également qu'on fasse un peu rêver aussi les salariés parce qu'on représente aussi l'entreprise pour laquelle on intervient ou pour laquelle on est salarié ou sponsorisé. Donc, voilà, de leur montrer que même avec un handicap, on peut atteindre des niveaux de performance convenables et que parfois on est aussi mis sous pression et avec des gestions d'émotions, de stress pas toujours faciles à gérer et que on met en place des plans, des stratégies pour y arriver et que des objectifs qu'on pensait parfois inatteignables arrivent finalement à s'obtenir. D'accord. Là, tu parlais des handicaps invisibles, enfin les choses qu'on voit pas forcément et que les Oui, gens. oui. Ouais. Il y Il y a a cette souvent. notion aussi de décomplexer un peu le handicap. Un handicap, c'est pas forcément être en fauteuil ou c'est pas Ouais. forcément amputé. C'est aussi des handicaps comme nous qui sont pas, enfin, qui peuvent peut-être se voir plus si on est fatigué, mais quand on est en pleine forme, c'est plus léger, mais on a quelque chose quand même et c'est quand même dans notre quotidien. Donc ouais, décomplexer sur ça aussi. Et lors de ces entrevues que vous avez avec ces gens-là, enfin ces travailleurs-là d'entreprise, quelles sont les questions qui sont le plus posées, qui vous sont le plus posées? S'il y en a. Euh, Joker? ouais, il Disons y a qu'en plein fait, de questions. on fait des sujets très larges et on donne beaucoup d'informations sur ces interventions justement parce qu'on en fait parfois très peu, enfin de moins en moins avec la préparation des jeux en ce moment. Donc on essaie d'être le plus donneur d'informations et le plus transparent sur ce qu'on fait au quotidien, sur notre préparation, sur ce qui nous est arrivé aussi en termes de handicap et sur le fait que, comme rappelait Faustine, oui, un handicap très léger ou invisible peut gêner parfois. Ça demande des adaptations aussi de poste de travail. Et pour ça, il faut quand même penser à le déclarer justement à son employeur, par exemple, ou à son club pour avoir des créneaux adaptés, par exemple, ou une salle accessible aussi. C'est quelque chose qui est, comme le rappelait Faustine, qui n'est pas toujours fait. On croise parfois, souvent même des escaliers pour entrer dans le gymnase, et ça, pour un fauteuil, pour un Ouais. joueur de fauteuil roulant, par exemple, c'est pas possible. Ok. Vous parliez de préparation. Est-ce que vous avez des soins particuliers? Est-ce qu'il y a des kinés, enfin un suivi médical particulier aujourd'hui? Pour mon cas, moi, j'utilise beaucoup les kinés pour faire des massages de récup. Faut en C'est profiter, ça. ouais, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais c'est pas forcément des massages avec la noix de coco et allongé sur le sable. En général, les massages de récup, c'est fait pour trouver les petites douleurs. Donc, pour faire un petit peu mal et en général, ça détend après. C'est-à-dire que pendant, on passe une demi-heure où on serre un peu les dents et après, en général, ça va beaucoup mieux. Okay. Moi, j'ai suivi pas mal kiné et ostéo. Voilà, plus aussi côté étirement. J'ai besoin aussi qu'on m'aide pour m'étirer quand j'ai des grosses raideurs. D'accord. Donc, un suivi. Ok. Et je rappelle, hein, je pose des questions à Lucas et Faustine, mais vous aussi sur le fil d'actualité, enfin sur les commentaires du live, vous pouvez aussi poser vos questions qu'on posera tout de suite après à Lucas et Faustine. Par rapport à la préparation physique, parce que là on va parler de Tokyo, par rapport à la préparation physique, est-ce que elle est identique par exemple qu'aux personnes qui valident du pôle de Bordeaux, ou est-ce qu'elle est individualisée pour toi, Lucas? Pour mon cas, elle est identique à celle du pôle de Bordeaux, même s'ils ne préparent pas les Jeux olympiques de Tokyo cet été. On poursuit notre préparation physique et je fais le même programme. En fait, j'ai le même programme que les joueurs de Bordeaux. Juste par moment, j'ai des indives qui se rajoutent et parfois des séances collectives qui se retirent pour laisser place justement aux séances individuelles avec mes entraîneurs. Et toi, Faustine? Moi, c'est individualisé. J'ai mon propre préparateur physique. Et c'est vrai qu'on est. Alors, je suis pas en collectif, donc je peux pas me comparer aussi aux valides. Mais je sais qu'on fait beaucoup attention parce que mon corps va compenser très vite sur certains mouvements.
Et si on ne reste pas dans le qualitatif, ça peut être un peu impactant quelques jours après, où je vais créer des petites douleurs et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on fait vraiment attention à ce qualitatif pour justement à cause du handicap, parce que ça compense forcément plus vite qu'une personne valide. Ok. Et puis, on va parler de la fameuse question de Tokyo, donc, qui est votre objectif aujourd'hui principal. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le mode de compétition aujourd'hui? Est-ce que vous êtes favori numéro 1, numéro 2? Quelles sont vos chances de médaille? Voilà, racontez-nous tout ça, s'il vous plaît. Pour l'instant, on est à tête de série 2. Donc, on aimerait au moins aller jusqu'en finale des Jeux en double mixte. On a eu la chance très récemment de pouvoir remporter notre premier match contre les numéro 1 mondiaux indonésiens. Donc, c'est une première victoire en 10 ou 11 confrontations. Donc, on va pas s'enflammer, je pense. On va essayer de rester concentré sur la prépa et sur les tactiques de jeu. Et voilà, s'il y a une opportunité qui est faisable, bien sûr qu'on va se jeter corps et âme dedans. Mais pour l'instant, on va parler d'ambition de finale et de médaille d'argent. En tout cas, on l'espère. On sait qu'on n'est pas encore favori. On a pu les battre une fois, mais c'est pas pour ça qu'on va les Est-ce que rebattre. c'était la dernière fois? Non, bien sûr que non. Non, la dernière fois. Est-ce que c'est à votre dernière rencontre que vous les avez battus? Oui. Ah bah c'est bon alors. C'est gagné. On a eu 21-19 au troisième set. Ah bah oui, c'est tranquille. Et le mode de compétition, parce que je crois qu'il y a peu d'équipes, est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Il y aura entre 6 et 8 paires durant cette compétition à Tokyo. Il y aura normalement un système de poule de 4 avec 2 sortants. Donc derrière, ça projette direct sur demi-finale, finale et match pour la 3e place également. Et après, si on parle des autres tableaux dans lesquels vous êtes qualifié, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les chances, comment vous vous sentez? Moi, je suis qualifiée aussi en double dame avec ma partenaire Léane Nigmora. Voilà, les chances, on ne sait pas, mais par contre, on va tout donner pour essayer d'aller chercher une médaille. Mais ouais, on ne sait pas encore. D'accord. Ouais. Et Lucas, toi, tu es sur les 2 autres tableaux, c'est ça? Non, je suis sur le simple Ouais. parce qu'il n'y a pas le double homme au jeu pour l'instant. Et sur le simple, j'envisage une petite médaille, oui. Une grosse ou une petite? Ah, Faut se mouiller là. Grosse, bien sûr que je ne vais pas me cacher parce que j'ai eu la chance de remporter quelques titres auparavant. Donc très compliqué de me cacher, mais voilà, j'ai envie d'arriver discrètement et sereinement. J'ai pas envie de rater ma compétition comme j'ai pu le faire dans le passé en arrivant trop sûr de moi. J'ai envie de rester très discret et j'évite un peu d'en parler, voilà, pour être honnête. Ok. Par rapport à la préparation que vous allez engager pour Tokyo, en plus avec peu d'équipes, est-ce que la vidéo est plus importante que pour les valides encore? Parce que j'imagine qu'analyser les handicaps, les déplacements que la personne fait moins bien ou peut moins bien faire, c'est peut-être important. Enfin, c'est une question 100 balles que je pose, mais est-ce que c'est le cas, selon vous? C'est tout aussi important d'analyser avec la vidéo. Après, on a peut-être effectivement cette notion en plus qu'il faut aller chercher un peu, titiller, voir vraiment le handicap, ce qui l'impact sur l'adversaire, et puis aller jouer sur ça, effectivement. Donc, Ok. on a cette petite mesure en plus qui Donc, peut être... vous avez une carte d'identité que chaque joueur, vous savez, et de chaque équipe? C'est les entraîneurs qui s'en occupent? C'est plus les entraîneurs. Après, nous, on analyse aussi, mais Ouais, nous, on est plus là pour suivre un plan de jeu Ouais. établi avec les entraîneurs. Les entraîneurs font le gros du boulot sur la vidéo. Ils nous transmettent un ou deux plans de jeu si le premier marche pas. Et voilà, on essaie d'adapter en fonction de ça et aussi à nos points faibles et nos points forts qui rentrent en compte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on est capable de faire et d'autres sur lesquelles on est un peu plus en difficulté. Donc forcément, c'est aussi à prendre en compte. Aujourd'hui, vous êtes un peu des stars dans le monde du badminton avec le palmarès que vous avez. À travers vos clubs ou d'autres clubs,
quelles sont les actions aujourd'hui que vous faites ou que vous souhaiteriez faire si vous avez peut-être plus de temps pour promouvoir le badminton, donner envie, que ce soit des valides ou des paras, de jouer et de jouer avec vous? Moi, ce que j'ai commencé à faire au pôle de Bordeaux depuis quelques temps, c'est vu qu'il y a un pôle espoir, je fais quelques séances avec des jeunes du pôle espoir, avec deux, trois jeunes. Ça m'arrive de jouer les mercredis après-midi en plus, parce que ça me fait très plaisir et que j'ai envie de transmettre ma motivation aussi aux plus jeunes. Donc, je fais en général du 2 contre 1 ou du poste fixe avec deux ou trois joueurs du pôle espoir qui ont 13-14 ans. Ouais. Moi, Toi, Faustine? j'aime bien aussi aller me déplacer dans les écoles, que ce soit primaire, collège, lycée, pour un peu promouvoir ce que c'est le haut niveau, ce que c'est le handisport et voilà, et faire comprendre qu'il n'y a pas que le monde valide qui tourne et qu'il y a plein d'autres moyens d'évoluer, quoi. Ouais. D'accord. Donc là, tous les deux, vous avez envie de transmettre. Est-ce que c'est ce métier-là, plus tard, que vous souhaitez faire, entraîneur ou dans le bad, par exemple? Moi, non, j'ai repris des études en kinésithérapie. Donc, je suivrai la ligne plus côté soins. Après, est-ce que ce soit... Je ne sais pas encore si ça va être dans le sport spécialement, mais j'aime bien ce côté soins qu'on reçoit beaucoup en tant qu'athlète. Donc, j'ai envie de continuer sur ça, ouais. Pour mon cas, moi j'y réfléchis, j'y pense de temps en temps. C'est vrai que j'ai envie de transmettre sur le terrain ce que j'ai appris et ce que je continue d'apprendre. Donc pourquoi pas plus tard. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, mais d'ici quelques années, on va peut-être arrêter notre carrière. Donc forcément, on y pense aussi un petit peu. Donc on espère encore faire plusieurs Olympiades, mais oui, l'après-carrière, il est toujours dans le coin de notre tête. Elle se prépare, ouais. Ouais, parce que ce qu'on a peut-être pas aussi souligné, c'est que le bad, c'est mixte homme-femme, mais c'est aussi une question intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'on peut y jouer très tôt et y jouer très tard, et là aussi, tous les publics, quel que soit l'âge, peuvent être accueillis par les clubs et puis jouer au badminton. Donc ça, vous êtes un exemple pour le haut niveau, où, bon, même si Lucas, t'es jeune, Faustine, t'as quel âge, Faustine? 27 ans. 27 ans. Mais bon, tu as encore de belles années devant toi. Et donc, ce qui veut dire que JO 2024, c'est dans vos têtes. Enfin, je suppose que c'est Tokyo en premier, mais Faustine, pour toi, enfin Lucas, je pense que la question se pose peut-être pas, mais pour toi, Faustine, Paris 2024, c'est dans ta tête? Bah oui, en tout cas, en plus, je serai encore en études, donc je pourrais moduler encore les études avec le sport. Et forcément, c'est chez nous, donc ça peut être quand même une expérience particulière de vivre cet événement chez soi. Donc oui, c'est dans un coin de tête. Ouais. Et bon, là, on parle de souvenirs que tu vas peut-être te créer en 2024. Si on parle de vos premiers souvenirs dans le bad, à vous, les souvenirs les plus forts, est-ce que vous pouvez en relever un? Ah, dans le bad. Personnellement, moi je choisirais mon premier titre de champion du monde. C'était en Corée du Sud en novembre 2017, donc je venais d'avoir 20 ans. Donc j'ai reçu des petits cadeaux de la part de mes entraîneurs avant que la compétition commence. C'était Et quoi donc les cadeaux? C'était quoi? c'était une peluche en forme de merde Ah ouais, sympa. et, Il l'a fort, hein. ouais, que j'ai toujours, qui voyage toujours avec moi, accroché à mon sac, qui rentre sur le terrain avec moi, parce que j'apprécie qu'on m'offre des cadeaux et que ça m'a beaucoup touché. Et donc, mon souvenir le plus fort, évidemment, c'est ce premier titre de champion du monde à l'époque où j'étais pas forcément très connu, mais où je m'entraînais dur à Bordeaux et où mes premiers sacrifices sont payés. Donc, j'ai été très ému. Euh, Quel est ton premier souvenir Merci, Lucas. Je vais te laisser la place. Ouais, plus fort, je sais pas, mais un moi, souvenir? un souvenir quand j'ai commencé, en tout cas, on était vraiment dans mon club, une petite bande de jeunes à commencer tous le badminton et ça a tout de suite été ludique. On a tout de suite créé
un groupe un peu compétiteur et cette ambiance-là en tant que jeune, c'était super agréable et j'ai adoré aussi ces années-là où c'était aussi un milieu du sport qui me permettait de m'épanouir en tant que personne, plus que un peu scolairement. Vraiment, cette ambiance club, elle m'avait beaucoup D'accord. plu. Donc, Et est-ce que dans ces clubs-là, où, comme on l'a dit tout à l'heure, le badminton, voilà, il y a quand même une mixité sociale, toutes les classes sociales sont représentées. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est importante dans ce sport-là, qui est peut-être moins présente dans des sports comme le tennis et le golf? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, ces valeurs du badminton? Euh, ouais. Question piège, il faut peut-être pas dire non. Mais... Moi, moi, j'aimais beaucoup justement en étant dans mon ancien club à Nantes, à Lagrange. On était plein de jeunes et pour un temps, on allait s'entraîner avec les vétérans voilà, qui nous apportaient beaucoup. Donc, il y avait aussi cette rencontre de génération qui était importante parce que bah, nous, on gagnait en maturité à fréquenter voilà, tout type d'âge. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Et j'aime beaucoup ce sport pour ça. Et on s'apporte tous, en étant jeunes, de la fraîcheur et puis en étant un peu plus âgés, de l'expérience aussi. Donc, c'est intéressant. Et toi, Lucas? Moi, c'est vrai que ce qui me surprend, en fait, c'est que le coût du badminton n'est pas élevé, en fait. Une raquette et un volant, ça coûte pas si cher que ça. Donc forcément, ça amène une proximité entre les gens autour d'un terrain. Et même dans des salles de squash, en fait, il y a toujours un petit terrain de badminton où les gens peuvent jouer, par exemple. Donc forcément, en fait, il y a toujours de l'échange. Et c'est pas réservé qu'à une certaine classe ou élite en France. Alors, je pratique le golf aussi et Ah, me flûte. Pardon. c'est de plus en plus ouvert à tout public. Ça se démocratise, ouais. Ouais, donc je suis content aussi de voir que le golf, bon, il y a encore voilà, certains préjugés qui sont vrais, mais J'en suis l'exemple. le golf a tendance à s'ouvrir, donc preuve que tous les sports font aussi des efforts pour s'améliorer là-dessus et pour ouvrir justement à tout le public. Et c'est forcément bien en France qu'on pratique de plus en plus le sport, à la fois pour soutenir les clubs parce qu'ils sortent d'une période Covid très difficile, mais aussi en termes de sport santé. C'est très important de pouvoir aller courir tous les matins pour une personne parce que voilà, elle aura fait, elle aura rechargé ses batteries avant de partir travailler, par exemple, ou entre midi et deux. Donc forcément, c'est important de pratiquer. Et il y a une discipline plutôt nouvelle qui est arrivée au sein de la fédération, donc le airbad, qui aussi s'ouvre à une autre catégorie ou des gens qui ont envie de tester le badminton sous une autre forme. Est-ce que vous avez déjà testé le air badminton et quel point de vue vous avez sur la Euh, discipline? j'ai déjà testé vite fait. C'est vrai qu'après, j'aime beaucoup les sensations sur le cours, le vrai cours, on va dire, entre À guillemets. l'intérieur? Je pense que c'est aussi intéressant d'amener le badminton sur différentes formes et justement, plus on développera des différentes approches, peut-être plus ça va attirer sur le vrai, enfin le badminton en soi, en Le salle. vrai badminton, t'allais dire. Ouais, non, non, mais comme ça, tout le monde y trouve aussi un peu son compte. Si on a envie de plus prendre l'air, bah, on peut quand même. Et puis, bah, quand il fait un peu moins beau, on va aller dans les gymnases, quoi. Ouais. Et toi, Lucas, t'as déjà cassé un ou deux volants de air badminton déjà ou pas? Moi, j'ai pas encore testé le air badminton parce que j'ai pas eu l'occasion. Pour l'instant, je suis à fond dans le gymnase. Mais c'est vrai que cette notion de sortir du gymnase est une notion en fait qui m'avait motivé pour le golf. J'en avais parfois marre de passer mes week-ends en été à faire des tournois à droite à gauche en France. Donc je me suis dit que je voulais m'aérer l'esprit. Et au final, je pense que le air badminton peut être justement une très bonne solution pour entre guillemets changer d'air. Ok. On va revenir un petit peu sur le terrain. Euh, Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, Question toute bête, toute simple. c'est vraiment très marrant parce que c'était sur un tournoi valide que j'ai aperçu au loin Faustine en train de boiter un petit peu et je me suis dit, tiens donc.
elle a l'air d'avoir un petit problème. Et donc là, je suis allé à sa rencontre. Il est venu, il m'a demandé bah, t'as un handicap ou t'es blessé? Voilà. Donc, c'est la Ah fin. ouais, On me demande souvent si je suis blessé en première partie. ouais. Donc, Et donc, Faustine m'a dit qu'elle n'était pas blessée. Donc, Ça a été un coup de foudre. je lui ai parlé du parabad. Et au début, elle m'a répondu que ça l'intéressait pas trop, qu'elle y connaissait rien, donc elle voulait ouais. se renseigner. Et en fait, un mois ou deux plus tard, je l'ai recroisée sur un autre tournoi à Angers. Et donc, je lui ai dit, alors, t'as regardé, t'en penses quoi? Et au final, elle s'est renseignée, elle m'a dit pourquoi pas. Hein, ce qu'il m'a dit la deuxième fois, j'avais regardé un peu, mais plus vite fait. Et la deuxième fois aussi, il m'a parlé, mais tu sais, on peut aller à l'international, partir, jouer. Moi, j'aime bien voyager, donc forcément, ça a attiré un peu. Et donc, du coup, j'ai regardé ça aussi avec ma famille, en discuter, enfin, qui m'ont aussi encouragé à regarder bien et puis à participer au premier championnat de France. Et puis, voilà, on est rendu là. Donc c'est le garçon qui a fait le premier pas. Ouais. Ouais, c'est vrai que Ouais, mais la chance qu'on a eue, c'est que je la vois 2 week-ends de suite sur 2 tournois différents. Le premier, c'était à Nantes, l'autre, c'était à Angers. Ouais. Et que du coup, je l'ai croisé. Et bon, il y avait peut-être 300 ou 400 joueurs sur le week-end, mais que Ouais. je la croise et que je puisse lui dire bah, t'en penses quoi? T'as pu regarder? Après, ça marche beaucoup comme ça, un petit peu à pousser les uns avec les autres. Moi, c'est ma partenaire, c'est aussi moi qui ai essayé de l'amener doucement vers ce milieu-là. Donc, en fait, on se passe le relais, quoi. C'est un Ouais. peu... Donc, espérons que maintenant, ce soit pas que nous aussi qui à faire justement cette démarche, que ce soit Ouais. aussi Les clubs. les clubs, la fédération, enfin voilà, tout le monde du badminton. Mais en tout cas, ouais, au début, ça marchait beaucoup comme ça, quoi. Et c'était à quel âge cette première rencontre? C'était il y a un moment, c'était il y a Bah, il y a peut-être 6 6 ans. ans, Ouais, ouais, c'était je il y a pense, en 6 ans. 2015. Donc, D'accord. Faustine est après arrivé dans le parabad, mais on n'a pas joué tout de suite ensemble. Ouais. On avait chacun des partenaires différents et Mm. on a été mis ensemble à partir de l'année 2016. D'accord. Ok. Et si on parle du mix, mais même sur les autres tableaux, quels sont, par rapport à vos adversaires, vos points forts à chacun, Lucas? Point fort, en premier lieu, détermination. Quand on rentre sur le terrain pour jouer, notamment les Indonésiens, on est tout de suite très déterminé, beaucoup plus que pendant les premiers tours. C'est vrai que bon, des fois, on a des premiers tours un petit peu faciles, donc on est un peu plus relâché, mais contre justement les paires plus difficiles, il y a aussi des Thaïlandais contre lesquels on a parfois des difficultés et en tout cas, on n'abandonne jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important dans un sport en duo. Donc la détermination en premier lieu, et après forcément on aime aussi se faire plaisir et parfois offrir entre guillemets des caviars à l'autre. Donc souvent elle prend bien le filet et elle m'offre les pénaltys derrière. Donc c'est quelque chose de très agréable. Mais la détermination, ouais, c'est notre gros point fort. L'attaque aussi, enfin voilà, on aime bien ce côté un peu en attaque, montrer qu'on domine un petit peu la paire adverse. Voilà, je pense qu'on est fort aussi là-dedans à montrer qu'on ne laissera pas forcément tout de suite l'attaque. En tout cas, vous montrez une belle complémentarité. Je ne sais pas si c'est en dehors des terrains, sur le terrain, les deux, mais en tout cas, vous montrez une belle complémentarité. Et par rapport au simple, par exemple, tu dirais la même chose, Lucas, et toi, Faustine, pour le double, c'est les mêmes qualités? Vous avez les mêmes points forts? Ouais. C'est un tableau quand même qui est différent. Moi qui ai goûté très tôt au simple, en fait, je trouve que c'est vraiment, ça m'a demandé un gros temps d'adaptation. Parce que moi j'avais du mal à partager le terrain au début, parce qu'on m'a toujours appris à jouer seul et à me débrouiller seul. Donc partager à la fois les responsabilités, les victoires et les échecs n'a pas été facile au début. Donc ça a pris du temps d'adaptation. C'est pas les mêmes trajectoires, c'est pas le même jeu. Donc il y a quand même deux choses bien distinctes et bien séparées en termes de plan de jeu, de tactique, de volonté, de vouloir créer des choses pour l'autre aussi. Ouais, jouer pour l'autre, c'est important aussi. Moi, j'étais peut-être plus habituée à jouer en double. Le simple, c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais après, je pense que ce qui a été intéressant avec Lucas, c'est qu'on était
vraiment 2 personnes différentes et au fur et à mesure, on a évolué pour vraiment, trouver justement une complémentarité sur le terrain. C'était quelque chose d'intéressant. Ok. Et après On va finir par 2 choses. Un message de Cédric qui dit: Coucou Faustine, j'ai fait la promo des JO paralympiques au collège. Ils vont vous suivre et certains élèves voulaient échanger sur le parabadminton. Voilà, donc tu es prévenu. d'accord. Et deuxième chose, parce que je le redis, hein, on est dans la semaine du BAD où on fête les clubs, le BAD, et l'idée de cette promotion du badminton au plus grand nombre, je pense qu'elle est bien réelle. Est-ce que vous auriez des petites idées, des idées folles pour développer le BAD, pour le promouvoir encore plus que ce qu'on fait tous aujourd'hui? Ouais, moi j'aimerais bien mettre un terrain de badminton sous la Tour Eiffel, voire même plusieurs, Ok. en été, ou sur le Champ de Mars, pour motiver les gens à essayer le badminton ou le air badminton du coup. Et je pense que ça peut être quelque chose de très ludique et très sympa, ouais. Alors, Champ de Mars, ça sera peut-être plus jouable que les Tours Eiffel, peut-être. Ou sous la Tour Eiffel, ça peut être très bien Ouais. aussi. Donc, voilà. Et toi, Faustine, tu as une idée ou des Heu, idées? non, elle est pas mal son idée. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre bonne humeur. On vous souhaite plein de bonnes choses pour Tokyo, une belle préparation. Prenez plaisir dans cette préparation. Et puis nous, sinon, on se retrouve demain avec le thème performance et Tom Jiquel et Delphine Delru. Merci à vous tous et puis Merci, bonne soirée à vous. Merci Lucas, merci Faustine. nickel. Au revoir.